je me présente, je suis Isabelle de Ranzier, étudiante en 5e année ici à Sciences Po et je serai ce soir votre présentatrice. Nous sommes réunis pour parler des métiers du politique et on n'a pas vraiment de politiciens à proprement parler autour de cette table, mais ça tombe bien, vous allez pouvoir nous orienter un peu et nous expliquer ce que vous pensez de cela. Mais d'abord, je pense que ce serait pas mal de vous présenter peut-être. Donc Marthe Louise Boy, vous avez reçu votre diplôme ici à Sciences Po en 2017 et vous êtes maintenant chef de cabinet du directeur général à l'ANS, Agence nationale de la sécurité sanitaire. C'est bien ça? Alors, je vais repréciser le... Ok. Voilà. Marthe Louise Boy, diplômée en 2007 et aujourd'hui chef de cabinet du directeur général de l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire. D'accord. Et donc, entre 2007 et aujourd'hui, vous pouvez peut-être nous expliquer un peu ce que vous avez fait Voilà, ça fait 10 ans que je travaille et j'ai eu différentes expériences professionnelles auprès d'élus, majoritairement, à l'Assemblée nationale, dans une grande collectivité à Paris. Au Parlement européen, j'ai travaillé dans une équipe politique ensuite et je suis à l'ANSES depuis un peu plus de 2 ans maintenant. D'accord. J'ai pu remarquer aussi que vous aviez été collaboratrice parlementaire, ou également au Sénat. Oui, c'est vrai, j'ai pas mentionné. Plus. J'ai été collaboratrice d'élus donc dans 3 assemblées. À l'Assemblée nationale, c'est là où j'ai commencé ma carrière. Après Sciences Po, moi j'ai fait une année de spécialisation en études européennes, mais ça ne m'a pas amenée tout de suite à Bruxelles. Donc j'ai travaillé un peu plus de 2 ans à l'Assemblée nationale. Ensuite, je suis partie au Parlement européen, où je travaillais pour une députée en commission de l'agriculture et j'ai par la suite, dans une autre expérience professionnelle, travaillé au Sénat. Voilà, une carrière qui a été assez... avec plusieurs expériences Très variée. voilà, Merci. Aujourd'hui. Cécile Barral, vous avez été diplômée en 2008. Vous travaillez actuellement à la mairie de Nîmes et vous avez peut-être un parcours un peu plus facile pour moi à analyser. Vous êtes d'abord passé par la Grande Motte. Exactement. Vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus. Oui, quand je suis sortie de l'IEP, donc j'ai intégré rapidement donc, le service communication de la mairie de la Grande Motte, où j'ai fait finalement 10 ans. Et j'ai gravi les échelons, on va dire, sur une partie communication pure, tout en étant investie politiquement à côté, ce qui m'a amenée à devenir directrice de cabinet et de la communication sur les 2 dernières années à la Grande Motte. Et puis, donc avec le couteau suisse finalement d'une petite collectivité, aussi bien sur la partie politique que sur la partie communication. Donc c'est fait partie de mes deux compétences fortes. Je suis une collaboratrice communicante et politique. Et puis, j'ai intégré le 1er décembre dernier le cabinet de Jean-Paul Fournier à Nîmes en tant que directrice cabinet adjointe. Voilà, ça me permet de voir on va dire, le fonctionnement d'une plus grande ville, parce que c'est la 3e ville d'Occitanie, c'est 156 000 habitants, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'est la Grande Motte. Et c'est un autre fonctionnement de cabinet. Donc, et puis il y a des challenges politiques très intéressants pour les élections à venir. Voilà. Merci. Kevin Noblet, vous avez été diplômé donc en 2013. Vous faites partie avec Vanessa Fersi, on verra ensuite de la promo la plus récente du coup sur ce plateau. Vous êtes actuellement attaché de presse au Palais de l'Élysée. C'est un poste qui fait un peu rêver. Quel est votre secret ? Alors, il n'y a pas du tout de secret. Ça peut faire rêver sur le papier, mais il y a aussi beaucoup de contraintes, notamment en termes horaires. Mais oui, c'est un poste très intéressant. Ce qu'on vit dans ce genre de poste, c'est pas forcément de l'ordinaire et c'est que pour un temps. C'est pas le genre de poste que vous gardez pendant 10 ans. Il y en a qui le font, mais je ne sais pas comment ils y arrivent. Et on n'est que de passage dans ces lieux qui sont très beaux, mais on n'est que locataires. Donc voilà. D'accord. Du coup, Anissa Fersi, la même promotion, 2013. Vous êtes aujourd'hui responsable de région pour l'AREM. Alors, j'admets que je ne sais pas bien ce que cela signifie. Oui, non mais je comprends tout à fait, c'est des métiers qui n'existent pas dans une entreprise ou ailleurs. C'est un peu inhérent à chaque parti politique qui est organisé, j'imagine, chaque fois avec des spécificités. Là, en gros, dans la partie politique de ce mouvement, il y a 2 tranches. Il y a la partie politique pure avec la stratégie électorale et il y a une partie d'organisation du mouvement localement, des équipes, de liens avec les élus, etc. Et donc c'est dans plutôt cette fonction-là que je suis responsable des régions Auvergne-en-Alpes, Sud, je crois qu'elle s'appelle maintenant, et Corse. Je m'y fais pas, moi je préfère PACA, mais c'est pas grave, on va dire comme ça.
D'accord. Et enfin, Jean-Marie Cabrière, doyen de cette assemblée, du coup, vu que vous êtes issu de la commission 2006. Vous êtes actuellement donc chef de cabinet, non, chef de service, pardon, communication au conseil départemental de l'Isère. Et par contre, vous êtes issu d'un parcours privé-public assez... je vous laisse nous expliquer un peu. Tout à fait. Moi, j'ai commencé par le privé et par les agences de communication. J'ai vraiment commencé par le secteur de la communication. J'ai été amené tardivement en fait, sur le politique. J'ai été intéressé, mais ce n'était pas forcément une voie vers laquelle je me dirigeais tout premièrement. Et donc, j'ai fait 7 ans en agence, ce qui permet de construire des bases, des compétences en matière de communication. Et j'ai pu avoir la chance de les mettre à profit au département de l'Isère depuis 2016, où j'ai successivement occupé les postes de chargé de communication au sein du cabinet et désormais responsable de la communication pour l'ensemble de la collectivité. Si je ne m'abuse, pendant votre parcours privé, on va dire, vous avez fait un peu de lobbying aussi? Exactement. Alors on appelle ça du lobbying, du plaidoyer, des affaires publiques, peu importe. En tout cas, c'est la représentation d'intérêts auprès des décideurs publics. Merci. Bon, si vous ne voyez pas d'inconvénient, on va passer à la partie ardue. Pour beaucoup d'entre vous, les parcours étaient souvent synonymes de relations, je vais y arriver, d'expériences relativement éphémères, relativement courtes. Est-ce que c'est synonyme d'une carrière dans la politique, ou est-ce que c'est des choix qui vous sont propres d'avoir réalisé des missions plutôt courtes? Qu'est-ce que... On a des fonctions qui sont inhérentes pour ceux qui sont à proprement parler collaborateurs d'élus, ce qui a été mon cas, pas forcément le cas de mes collègues ou peut-être, mais si vous, on a des fonctions qui sont vraiment intrinsèquement liées au mandat, donc forcément il y a des échéances électorales et de ce fait il est possible, ce ne sont pas des fonctions classiques, mais je pense que le monde du travail aujourd'hui est aussi à l'image de ce côté assez temporaire, de missions assez intenses, qu'on peut être amené à finalement bifurquer assez rapidement à la faveur d'une opportunité ou d'une diversité qui fait que on va être attiré vers peut-être une autre facette des compétences qu'on peut être amené à développer ou à avoir, mais seulement partiellement. Et donc on change, c'est des secteurs qui sont assez mouvants de ce fait. Il n'y a pas on ne s'engage pas, sauf c'est vrai ton expérience à toi qui était beaucoup plus longue. Qui était sur 10 ans, et parce qu'à chaque fois j'ai évolué au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des mandats, au fur et à mesure des campagnes. À chaque fois j'ai évolué dans la collectivité, j'ai eu cette chance-là. Donc par contre, tu as raison, on est vraiment lié au mandat des élus. Donc finalement, à chaque élection, il y a un mercato des collaborateurs ou des opportunités qui se créent. Donc on est tous quand même en alerte là-dessus. On cherche tous à être efficaces et à apporter auprès de nos élus. Et c'est ça qui nous tient. Donc c'est pour ça que ce sont des contrats qui peuvent être courts. C'est très riche aussi en même temps. Mais c'est ce qui fait la passion du métier après. Ouais. C'est ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Et qu'on développe un éventail de compétences et de connaissances qui est... Et du coup, peut-être que vous pourrez nous orienter un peu plus sur... c'est-à-dire que, étant donné que ce sont des métiers qui sont sur courte durée, qu'on sait qu'il va y avoir une échéance, pendant votre travail, est-ce que vous êtes déjà dans l'après? Est-ce que vous êtes déjà dans la recherche d'autres choses? Toujours. Moi, pas du tout. J'arrive pas du tout à m'imaginer ailleurs quand je suis déjà en fonction. Après, c'est mon deuxième vrai poste seulement, donc voilà. Mais j'aime bien avoir un horizon, ça me rassure. J'ai jamais travaillé en CDI, c'est pas quelque chose que je recherche en tant que tel. Ça me dérange pas d'avoir une fin, d'être limité dans le temps, parce que je trouve que ça permet de stimuler. Après, c'est peut-être plus facile à mon âge, quand on n'a pas une famille à charge ou autre. Je comprends qu'après ça évolue, mais pour l'instant, moi, c'est quelque chose qui me plaît d'avoir un horizon assez limité. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi en complément de ce que tu as dit tout à l'heure. C'est aussi, je pense qu'on est aussi des profils flexibles qui aiment bien la diversité et du coup, moi, j'ai pas de problème au bout de 2 ans à me dire, parce que aussi je suis en début de carrière et que j'essaye de me spécialiser dans différentes branches, à me dire, là, j'ai fait un peu le tour. Commençons à regarder, mais après je suis un peu comme Kevin, pendant les 2 ans où je suis tant que j'ai pas fait le tour, je suis à 100% dans ce que je fais,
disons que la fenêtre d'ouverture où on regarde ce qui se passe un peu à côté, elle est assez fine et c'est peut-être 5 minutes par semaine, pas plus quoi. Juste regarder le marché. Comme disait Kevin tout à l'heure, de manière assez poétique presque, on est de passage en fait. Et ça, faut pas l'oublier. Moi, je me le rappelle un petit peu tous les jours. Et parce qu'on est de passage, il faut aussi qu'on ait un temps d'avance et se dire qu'est-ce que ce sera dans 2, 3, 4, 5 ans. C'est la question fameuse du DRH, du recruteur qui dit mais vous imaginez à quel poste dans 5 ans. Et ça, moi, j'essaie toujours de me la poser un petit peu pour me dire ok, quelle est la prochaine étape. Ça ne veut pas dire du coup s'impliquer seulement à 50% dans le job aujourd'hui et partir déjà dans le futur, mais ça veut dire ok, à quoi je pense derrière. Et ça, en tout cas, après ça dépend un petit peu de la psychologie de chacun, mais je trouve que c'est quelque chose qui, privé comme politique, est une bonne habitude à avoir pour se dire ok, que je ne sois pas surpris quand le lendemain matin ça s'arrête. On l'a dit tout à l'heure, vous avez tous des formations bien différentes, des métiers bien différents. Si on faisait un petit tour de table et que vous nous expliquiez un peu en quoi consistent vos journées types, quelque part, peut-être, je sais bien qu'il n'y a pas de journée type, mais du moins en quoi consistent les tâches concernant chaque profession. Si on refait le tour de table, moi je vais te reprendre l'expression que tu as parlé de couteau suisse ou boîte à outils. Voilà, on a des fonctions, en tout cas moi de mon point de vue, même s'il y a un cadrage un peu couteau suisse. Je travaille pour le directeur général d'une agence qui est un organe de conseil du gouvernement. Et je l'accompagne au quotidien dans tout ce qui va être sa représentation, dans toutes ses relations institutionnelles, les prises de parole publiques qu'il peut avoir, dans toute l'organisation de la comitologie interne, les relations avec les ministères de tutelle. Donc c'est un travail de conseiller, un travail de fond, un travail de rédaction en partie, un travail de coordination. Voilà, c'est un travail assez vaste. Il y a une partie communication aussi par certains aspects. Je suis en étant auprès de lui, on est à la charnière de toutes les compétences de l'agence et je fais en sorte qu'il puisse disposer des meilleures connaissances, des meilleures informations possibles ou d'organiser les choses pour qu'il puisse décider au mieux dans sa mission de conseil des pouvoirs publics. Vous, Sylvain, à la mairie de... Sur les métiers du cabinet au sein d'une commune, le cabinet il a 3 fonctions. Il a une première fonction finalement d'accompagnement des élus, le maire et les élus. Alors sur la partie représentation, sensiblement ce que tu expliquais tout à l'heure. Donc évidemment toute la partie discours, représentation, management de l'équipe de la majorité, management du groupe majoritaire, préparation des dossiers de fond. Voilà, ça c'est la partie cabinet pure. Ça, c'est une chose. Et ensuite, le cabinet, il a une deuxième fonction, c'est aussi, notamment dans une petite commune, souvent la porte d'entrée des commerçants, des présidents d'associations, des porteurs de projets qui viennent taper à la porte, mais qui ne peuvent pas être reçus par le maire et qui viennent du coup voir le directeur de cabinet. Voilà, donc il y a aussi cette fonction-là, on va dire directe, de prise directe avec finalement les citoyens. Voilà. Et ça, parfois, on a du mal à le percevoir. En tout cas, les citoyens ne connaissent pas du tout les métiers du cabinet ou ses fonctions de collaborateurs. Et puis, il y a une troisième fonction sur le cabinet, finalement, c'est comment, quand un élu arrive sur une commune et qu'il a été élu avec un programme électoral, comment ce programme électoral il est appliqué dans les services. Voilà. Et finalement, le cabinet, il est aussi le garant, à un moment donné, d'un fonctionnement de l'administration. Et de mettre l'administration... on va dire en mouvement pour que justement elle puisse appliquer correctement les promesses ou le programme ou les projets pour lesquels les élus ils ont été on va dire, mandatés, investis. Voilà. Donc c'est ces 3 fonctions-là, je parle vraiment sur la partie commune. Hein. Voilà. Il y a 3 fonctions sur le cabinet. Voilà. C'est le DGS qui va être content d'entendre ça. Ouais. Jean-Marie Cavalière, peut-être que vous pouvez en rajouter sur l'aspect direction de cabinet. Direction de cabinet, non, parce que je ne suis pas directeur de cabinet, donc je ne me mettrai pas à la place du directeur de cabinet. En revanche, en tant que responsable de la communication, moi j'ai un gros aspect qui est la gestion des équipes
J'ai une vingtaine de collaborateurs qui travaillent avec moi, donc il y a un gros travail à faire de coordination dans les équipes pour être en sorte que justement les orientations à un moment donné qui sont décidées par le cabinet, par la direction générale, par l'exécutif, arrivent derrière à être effectivement mises en place et se répercutent dans les différents outils de communication. Donc ça c'est important. Et une autre partie cruciale un peu de mon métier, c'est la gestion forcément du budget. Ça arrive moins dans les métiers politiques parce que souvent les cabinets n'ont pas de budget attitré, en tout cas en collectivité c'est peu le cas, ou des budgets vraiment minimes, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est sur des directions de services, et là c'est tout un nouvel aspect un peu plus sensible, je dirais, enfin je ne sais pas si c'est plus sensible, mais en tout cas qui peut être très sensible parce qu'il y a des maniements de deniers publics et qui peuvent en retour être incandescents d'un point de vue politique. Surtout quand c'est de la communication. Exactement. Kevin Noblet, Anissa Fersi, sur l'aspect parti politique du coup. Alors moi sur l'aspect parti politique, aujourd'hui mon quotidien c'est un peu plus de budget et de management d'équipe en région. Du coup je vais peut-être parler de la fonction que j'ai occupée le plus longtemps au parti, qui était conseillère politique pour les élus de ces régions, et qui consiste à avoir autant de missions que de besoins de l'élu. Donc voilà, j'ai pas d'autre façon de le présenter, mais c'est du conseil vestimentaire à l'écriture de discours. Enfin, c'est un peu tout et rien à la fois. C'est des choses qui peuvent paraître pas ridicules parce que c'est hyper péjoratif de dire ça, mais des choses auxquelles on ne pense pas en tout cas. Et c'est exactement la phrase qui a été dite tout à l'heure, c'est de faire en sorte que la personne arrive, enfin que le candidat ou l'élu, ça dépend du niveau dans la campagne, soit avec, et toutes les clés en tout cas pour être dans son rôle au maximum et pour réussir. Voilà. Et du coup à l'Élysée, Alors, il n'y a pas de quotidien type non plus. En fait, nos journées sont rythmées en fonction de l'agenda du président. Donc, s'il est au palais de l'Élysée, on va avoir des journées relativement calmes, où on va rester au bureau, on va en profiter pour parler avec des journalistes, avancer sur certains dossiers de fond, afin d'avoir les bons éléments de langage qu'on a auprès des conseillers du président pour comprendre la mise en place de différentes politiques ou autres. Et si le président se déplace, on va le suivre sur son déplacement. Donc, si c'est un déplacement de quelques heures en région parisienne ou en France, c'est un aller-retour sur la journée. Si c'est à l'étranger, on peut partir une semaine complète. Et là, on accompagne des journalistes. Donc, on peut se retrouver à gérer un problème de satellite pour envoyer une conférence de presse en temps voulu en France, comme parler sur des sujets de fond avec des journalistes qui ont besoin d'informations avant d'envoyer une dépêche pour l'AFP ou de faire un article ou un duplex. Enfin, voilà. Donc, il y a de la logistique, pas mal de logistique, et il y a aussi du fond. C'est assez complet comme métier. D'accord. Bon, j'imagine que pour travailler en politique, il y a peut-être qu'il vous vient une compétence ou une qualité à avoir, et qu'est-ce que vous conseilleriez à nos amis étudiants pour développer au mieux Je vais le dire en premier parce que comme ça, je pense qu'il faut être polyvalent avant tout. C'est un peu ce que vous disiez même tous les deux. Enfin, c'est un éventail de compétences, et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on est amené à évoluer dans nos carrières dès que les occasions intéressantes se présentent, parce que du coup on développe, on agrège, et ces compétences sont toujours utiles dans nos métiers. Donc il faut être polyvalent avant tout, je pense, vraiment. Non, c'est comme ça. On décide. Non, alors il y en a plusieurs, mais je dirais qu'il faut être absolument dévoué à son métier. Voilà. Dévoué, disponible. Ouais. C'est vraiment les heures se comptent pas. Je pense que personne ne compte ses heures. 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, parce que les élus, finalement, ils ont tout le temps besoin d'être accompagnés pour être, c'est ce que tu disais tout à l'heure, être le meilleur d'eux-mêmes. Et vraiment, c'est la disponibilité, vraiment, il faut être dévoué. Et dans ce cas, comment vous faites face aux fonctionnaires qui sont là depuis longtemps et qui sont dévoués à leurs horaires de fonctionnaires? Eh bien, on fait face. Non, c'est pas les mêmes métiers, et c'est pas les mêmes métiers. Voilà. Puis il faut éviter chacun son métier. les idées préconçues aussi là-dessus. Ouais, parce qu'il y a des fonctionnaires qui restent jusqu'à 22, il y a des fonctionnaires, il y a des directeurs, je suppose que, voilà,
Je confirme. Voilà, qui Ouais, reste voilà. jusqu'à 22 heures au boulot, il n'y a pas de... Enfin, là-dessus, c'est chacun a sa conscience professionnelle et chacun a ses fonctions, son niveau de responsabilité. Donc à partir de là, et comme nous collaborateurs, il y a des jours où on ne va pas être au bureau, pour autant, c'est pas parce qu'on n'est pas au bureau qu'on ne travaille pas. Donc aujourd'hui, on est tous là et pourtant on a tous regardé nos mails, tous passé des coups de fil par rapport à nos métiers. Donc, Mais comme tu le dis, cette notion de disponibilité, elle est clé pour comprendre dans quoi on se met quand on choisit ce métier. Le politique, il travaille du lundi au dimanche soir, ça ne s'arrête jamais. Il va au marché, il est en train de travailler parce qu'il rencontre des gens qui potentiellement un jour pourraient peut-être voter pour lui ou en période, on va dire, hors électorale, qui va lui faire remonter des insatisfactions, des points au contraire de joie, de satisfaction. Et donc, de ce fait, ça n'arrête jamais. Et ça, il faut bien avoir conscience. Vous pouvez avoir à faire des boudins saucisses le dimanche matin, comme des réunions le mardi soir pour présenter un projet, et se retrouver à 7h00 en train d'aller caresser des vaches. Voilà, donc ça, c'est du vécu. Oui, ou à 4h du matin, appelé par la police municipale, Bien parce sûr. qu'il y a un incendie et qu'il y a la presse qui arrive, qu'il faut aller réveiller les élus. Voilà, ça arrive aussi. Voilà. Donc ça, c'est une gestion... De toute façon, la décision publique, elle n'a pas de, enfin, Pas de timing. voilà, elle n'a Non. pas de timing. Donc, quand on est au service de la collectivité, Puis, je dirais aussi qu'il faut aimer les gens. Il faut avoir un peu bon bête, sens du ça, relationnel. c'est sûr. Ouais. Mais il faut pas, voilà, au-delà de savoir gérer l'humain, il faut aussi apprécier d'être 24 heures sur 24 parce que on n'est pas. Alors ici, il y a personne qui est élu ou vraiment politicien, mais comme disait Cécile, en fait, la plupart du temps, les gens ils vont voir le collaborateur avant de voir l'élu. Ou parce qu'ils n'ont pas pu voir l'élu, ils viennent voir le collaborateur. En général, c'est pour un problème. Ils vont pas venir ils vont pas venir nous dire qu'ils sont ravis de ce qui se passe ou voilà, ils viennent rarement pour dire des choses positives et donc voilà, il faut avoir un peu de distance, je pense, parce qu'il faut pas prendre les choses personnellement, ça peut être un peu anxiogène et puis il faut aussi aimer passer un quart d'heure à d'abord parler de la popote et puis ensuite d'arriver sur le sujet de fond parce qu'on est obligé d'en passer par là et voilà. D'accord. Pour finir sur une touche un peu nostalgique, du coup, votre passage à Sciences Po Ex, quel souvenir vous en gardez? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui était moins bien? Qu'est-ce qui pourrait nous aider à compléter notre formation peut-être pour ces métiers-là? Quels conseils, une fois encore, vous donneriez? Je mettrais qu'il faut, pour travailler dans la politique, il faut aimer la politique et donc il faut aimer, on va dire, le débat, avoir des valeurs, être assez cohérent avec soi-même, se créer une colonne vertébrale politique, un parti, un élu, voilà. Et ça s'apprend pas à l'école. C'est une fibre qui naît petit à petit au fur et à mesure des rencontres. Et moi, je me souviens très bien ici, quand j'étais là, c'était Ségolène Sarko, c'était la présidentielle. Voilà. Et ça a des débats sans fin, mais sans fin, qui commençaient à 8h du matin et qui finissaient à 22h sur la place de l'Archevêché, sur la politique, mais pure. Voilà, et même nos cours, ils étaient empreints de politique du matin au soir. Quoi. Voilà. Mais il faut avoir la colonne vertébrale, il faut aimer le débat, il faut aimer échanger, il faut aimer... voilà. Et puis après, il faut avoir des convictions. Voilà. Et quand on veut travailler dans la politique, s'il n'y a pas les convictions, c'est compliqué. Voilà. Sinon, on ne se lève pas à 4h du matin, sinon on ne se lève pas à 7h, si on n'accompagne pas l'élu. Voilà, c'est les convictions. Donc, en marge, en plus du diplôme et de la formation universitaire, des convictions. c'est un travail de gens passionnés. Hein. Donc, sinon, ça C'est n'a pas quelque de- chose qu'on fait par défaut en fait. Non. C'est pas un travail pour un travail, c'est presque un sacerdoce en fait. C'est quelque chose qu'on a. C'est un Ouais, engagement. Moi, je c'est disais ce que toujours, j'allais c'est dire. pas un travail, c'est un engagement. Ouais. Parce que ça implique la vie sociale que vous allez avoir, ça implique énormément de Ça choses. impacte tout votre quotidien en fait. Votre famille, enfin ça, Ouais. ça a des répercussions. Mais c'est très riche et c'est très, plutôt épanouissant. Et c'est en ça, je pense que l'IEP, moi, m'a bien préparé. C'est ce côté pluridisciplinaire, c'est le côté Ouais. touche à tout, le côté on fait un peu d'éco, on fait aussi du droit, enfin voilà. Ça vous permet d'aborder quand même différents horizons, ce qui est une force, je pense, dans les métiers du politique. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce côté pluridisciplinaire et couteau suisse un petit peu qu'on a évoqué. Hein, finalement, c'est à ça dont on fait référence.
Il faudrait qu'on sache peut-être un petit peu mieux l'utiliser, le couteau suisse. Et là, c'est un encouragement qu'on doit avoir vis-à-vis de l'institution et plus généralement de tous les IEP. C'est que moi, j'ai pu mesurer la différence en passant après dans une école de commerce entre le côté très théorique qui existe à Sciences Po. On avait des grandes idées, on était capable de très bien réfléchir, mais après, derrière, c'était beaucoup plus compliqué. Et en école de commerce, j'ai constaté qu'il y avait un aspect pratique qui était beaucoup plus direct. Et c'est pas là, il nous manque une brique en fait. Alors je sais qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait par la scolarité ces dernières années, et c'est bien mieux qu'à notre époque et à mon époque de doyen de cette table ronde. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin et faire en sorte au moment où on sort de la période des études, qu'on soit déjà opérationnel pour entrer sur le marché du travail. C'est la dernière marche qui reste à passer. Moi, je considère que j'ai pas appris à travailler ici. J'ai agrégé des connaissances. Ça m'a permis d'évoluer dans le monde professionnel. Mais j'ai pas appris. Quand je me suis retrouvée mon premier poste, j'ai eu 2 heures avec l'assistante qui partait et voilà, j'avais les clés de la boutique et mon député allait être rapporteur d'une loi très importante. Et on s'y colle et on a voilà, on peut tirer des ficelles qui nous permettent de faire face. Mais c'est sûr que le côté, je pense qu'il faut absolument développer les stages. Je pense que ça, mais il ne faut pas hésiter. Toutes les opportunités sont bonnes, 2 mois, 3 mois. Enfin, vraiment avoir des contacts avec la vie professionnelle parce que c'est ça qui. Moi, j'ai eu beaucoup d'élèves en stage et ne serait-ce que faire un courrier, des gens très brillants qui ont fait des IEP ne savent pas le faire. Merci à tous pour votre présence avec nous ce soir et pour avoir débloqué de votre temps pour nous parler de votre métier. Et à vous, amis IEPiens, on se donne rendez-vous l'an prochain pour les prochains Jeudis de la réussite puisque nous sommes à la fin de l'année et nous vous souhaitons bien du courage pour vos examens et cette fin d'année académique.